Bonjour, nous allons débuter cette webconférence avec le nouveau cycle de la rentrée pour ce qui concerne l'équitation. Et cette fois-ci, je vais vous présenter un sujet d'équitation alors que précédemment, je vous présentais plutôt des sujets scientifiques. Un petit sujet polémique donc pour commencer, les aides du cercle, avec ce sous-titre « Qu'est devenue l'école des aides ?» En effet, on peut s'étonner en regardant les cavaliers travailler dans les carrières de voir un emploi des aides qui est des fois un petit peu approximatif et des chevaux qui peuvent être un peu en désordre à cause de cette utilisation. Donc le sujet du jour, c'était un petit peu de clarifier la situation sur les bonnes aides en accord avec le travail du cheval. Je commencerai par quelques notions de rappel, ensuite je parlerai des aides du cercle dans l'incurvation et de leur combinaison, et on finira par quelques exemples. Je vois qu'il n'y en a pas de son, tout le monde m'entend bien? Ok, bon, nous allons reprendre. Je vois que a priori tout le monde de nouveau est à l'écoute. Donc petit rappel méthodologique. Le cheval sur la main, c'est une expression qu'on entend régulièrement. Est-ce que tout le monde a la même notion derrière? La définition que l'on doit y trouver, c'est un cheval qui tend également ses deux rênes sur la poussée égale des deux postérieures. C'est très important cette notion parce que ça fait un lien entre la poussée des postérieures et ce que je ressens dans les rênes. Ça ne veut pas dire que j'ai de la tension par déséquilibre, ça veut dire que quand le cheval va se propulser, je vais avoir un contact qui va être de plus en plus fort tout en étant un petit peu souple. Je rappelle que si un cheval ne tend pas ses deux rênes, je préconise d'abord de lui faire tendre la rêne qu'il tend le moins, et nous verrons comment le faire dans les diapositives suivantes. Ensuite, de réduire le contact par la recherche de l'équilibre en gardant l'activité, c'est-à-dire que je vais relever mon cheval par un travail de l'équilibre. Et enfin, je vais le faire relâcher sur un cheval juste. Et un cheval juste, qu'est-ce que c'est? C'est, en reprenant l'expression du général Durand, le contact doit tendre vers zéro sans jamais s'annuler, c'est-à-dire qu'il faut absolument que j'ai du contact pour pouvoir étendre la ligne du dessus quand je veux étirer mon cheval. J'ai besoin d'avoir aussi un contact pour allonger la foulée, c'est-à-dire l'étendre en termes de longueur et non la précipiter. À partir de cette notion, rappelons-nous quelques notions sur l'emploi des aides. Certes, François Bosset, je ne vais pas le contredire, disait main sans jambe, jambe sans main. Oui, mais les aides peuvent aussi avoir une large amplitude de force, de quelques grammes à plusieurs kilos. Souvenez-vous des expressions qu'on utilisait autrefois, agir, résister, céder, qui comprenaient des différentes notions dans l'emploi des aides. Et enfin, les aides doivent avoir une importance relative entre la droite et la gauche, et plus réellement, comme je vais en parler après, entre ceux qui sont extérieurs ou intérieurs à l'incurvation. Je soulignerai également le moment de l'action de la jambe, et de main c'est pareil. Quand j'agis avec la jambe en phase d'appui, je développe le posé et la propulsion. Si j'agis en phase de soutien, eh bien, je vais augmenter l'engagement du cheval. Mon action de jambe ne doit pas être en permanence collée au cheval et jamais en remontant les talons. C'est vraiment une pression continue. La main, ça va être pareil. Si j'agis au moment où le cheval se relève, je vais avoir une action d'équilibre. Si j'agis au moment où le cheval baisse son nez, évidemment, je vais être plus en difficulté. Quelques petits exemples pour se rappeler ces notions-là. Quand je freine à l'abord, par exemple, pour venir très près sur des petites foulées sur un obstacle, je vais avoir mes épaules soutenues sur mes jambes qui restent présentes. Et donc, je vais bien avoir une action de main qui va être conjuguée avec une action de jambe. Quand j'allonge la foulée, c'est réellement en allongeant la longueur des foulées, et bien par la pression des jambes et sur un contact, je vais faire que mon cheval va s'étirer et augmenter sa longueur de foulée. Enfin, petit rappel de mécanique équestre, parce que notre cheval, pour qu'il puisse exécuter un mouvement, il est important que sa mécanique, sa position lui permette de réaliser le mouvement. Ce n'est pas qu'un problème de compréhension, c'est aussi un problème d'organisation articulaire. Premier point,
le cheval ne peut se ployer que d'un seul côté à la fois. Donc, tous les mouvements qui proposent des plis inverses à l'incurvation sont, à mon avis, à proscrire parce qu'ils sont contre la mécanique et le cheval risque de se révolter en conséquence. Deuxième notion, l'incurvation favorise l'engagement. On comprend bien que quand le cheval est ployé, le postérieur intérieur va aller plus loin en avant. Troisième chose, le cheval doit pouvoir mouvoir librement son latéral interne, puisque comme je suis sur le cercle, c'est comme ma voiture avec son différentiel. Sur le cercle, le latéral interne va faire moins de chemin dans le même temps, et donc il va falloir qu'il monte plus haut pour pouvoir faire un mouvement identique. Et donc s'il est brimé, par exemple, par un effet d'opposition ou par une perte d'équilibre latéral, eh bien il va moins pouvoir le faire et il va se bloquer. Dernière notion, dans les enchaînements, j'insisterai sur le fait de garder la même incurvation si on veut passer d'un mouvement à un autre en ayant un effet bénéfique du premier mouvement sur le second. Rentrons dans le cœur du sujet, les aides du cercle. C'est banal pour tous, mais je préférais rappeler deux aides fondamentales, la reine intérieure. Je rappelle qu'elle peut s'écarter et se relâcher. Se relâcher, c'est la preuve que le cheval est incurvé et se tient dans son incurvation. Elle s'écarte comme une reine d'ouverture, elle n'est jamais en effet contraire. La jambe intérieure, c'est une jambe qui est à la sangle, qui tient le cheval par une pression continue. Elle ne se recule pas comme des fois on peut le voir. À l'inverse, la reine extérieure, qui est une reine régulatrice, elle peut se soutenir pour augmenter un petit peu son effet, c'est-à-dire la main légèrement se lever. Donc on a la reine extérieure qui peut se lever un peu, la reine intérieure qui s'écarte et qui se baisse. Et une notion importante, la reine va se tendre sur la poussée du postérieur interne. Si je pousse avec mon postérieur droit, ça va faire tendre la reine gauche. On y reviendra. Une jambe un petit peu moins importante, la jambe extérieure, dit jambe isolée, légèrement reculée, elle tient les hanches et elle part de la hanche du cavalier. C'est un mouvement qui part d'en haut et pas du genou du cavalier. Je le représente sur le graphique suivant. On a bien notre main et notre jambe intérieure et à l'extérieur, main et jambe. Le graphique de droite illustre un petit peu la position du cavalier. Beaucoup de cavaliers ne sont pas tournés du bon côté. Si je tourne à droite, si je suis ployé à droite, le corps du cavalier est tourné dans le même sens. En rouge, j'ai le bassin, un peu plus tourné, j'ai mes épaules, un peu plus tourné, j'ai ma tête. Et donc, il faut bien que le cavalier soit dans ce sens-là par rapport à une incurvation à droite. Et attention, comme je le disais précédemment, souvent pour pouvoir agir avec leurs jambes, par un manque de mobilité de l'articulation de la hanche du cavalier, le cavalier a tendance à tourner son bassin dans l'autre sens, ce qui va être antinomique pour l'action et ensuite contrarier le cheval dans son mouvement. Les combinaisons des aides. Donc en fait, on distingue deux types de combinaisons, les aides latérales, les aides diagonales. Les aides latérales concernent pratiquement essentiellement les aides du côté intérieur. Elles favorisent l'engagement. Comme je le disais, le fait que le cheval se tienne sur ma jambe intérieure, relâche sa reine intérieure, est une preuve que le cheval est incurvé et se tient sur son incurvation. Les aides diagonales sont liées avec la propulsion, c'est-à-dire que si je pousse, si j'accentue la pression de ma jambe droite dans le graphique qui vous est présenté, donc à droite, eh bien le cheval a tendance à s'écarter vers l'extérieur et tend sa reine extérieure, qui va me donner bien une preuve que le cheval est en train d'augmenter sa poussée. Donc nous travaillerons à chaque fois en parlant des aides latérales et des aides diagonales. Dans les aides symétriques, qui sont le pas et le trot, les aides, les mains sont de part et d'autre du carreau et la tension, normalement, doit être symétrique et égale. C'est ce que je représente avec mes deux carrés, reine droite, reine gauche, à la même hauteur. Quand je suis à main droite, ma reine droite, à volonté du cavalier, pourrait se détendre sans que ça change quoi que ce soit. C'est la preuve que mon cheval se tient bien sur sa courbe et ne se couche pas. Ma reine gauche pourrait se tendre un petit peu. C'est bien que le postérieur interne pousse et se tend.
Au galop, l'allure est un petit peu plus nuancée parce que c'est une allure dissymétrique. Donc, je vais représenter ça avec une légère dissymétrie ici. Donc, on peut avoir un léger décalage entre la reine intérieure, au pied du galop, reine droite ici, dans le galop à droite, reine gauche. Mais je garde toujours cette notion, comme dans la curvation à droite, ma reine droite peut s'écarter, se relâcher, ma reine gauche se tendre. Voilà pour les trois allures, hein, comment on peut rester à chaque fois dans les aides du cercle avec une petite nuance avec les allures dissymétriques. Les aides du cercle, on les retrouve à tout moment. J'ai pris quelques exemples. Le cercle à serpentine, quand je suis sur une serpentine, je passe alternativement d'un cercle à droite, un cercle à gauche, un cercle à droite. De ma jambe droite à la sangle, hop, je tourne mon bassin, je passe sur une jambe gauche à la sangle. En passant à milieu, je réincurve et je rebascule mon bassin pour repasser sur une jambe droite à la sangle. Là, c'est assez évident, hein, mais ce changement de position du cavalier est très important, doit être prononcé pour que le cheval comprenne bien le passage de l'un à l'autre et l'anticipe même éventuellement. J'ai mis côte à côte la cession à la jambe et l'appuyé dans sa version la plus élémentaire, c'est-à-dire le pas de côté. On le retrouve ici, la cession à la jambe. La cession à la jambe et le pas de côté ici. Je rappelle que dans la cession à la jambe, le cheval a un léger pli du côté opposé au déplacement, alors que dans le pas de côté, le cheval a un léger pli du côté du déplacement. On voit beaucoup de confusion, hein. Dans la cession à la jambe, le cheval est emmené avec la jambe à la sangle. Dans le pas de côté, le cheval est emmené de côté avec les aides extérieures, la reine extérieure, la jambe extérieure en jambe isolée. Et le pli va en fonction, hein. On ne peut pas trouver ce mouvement-là avec un pli dans l'autre sens. Ça, c'est pas envisageable. Donc, pensez bien dans la cession à jambe à pousser avec votre jambe à la sangle le cheval globalement. Dans l'épaule en dedans, le cheval avance incurvé par l'effet de la jambe à la sangle qui est au milieu du cheval et un relâchement de la reine intérieure, là, la reine gauche, hein, qui s'écarte et qui vérifie bien que le cheval se déplace ployé. Dans l'épaule en dedans, je n'utilise pas une reine contraire, ça c'est antinomique. Hein. J'écarte bien ma main, j'incurve mon cheval et je déplace mon cheval avec la jambe à sangle. Je rappelle que l'épaule en dedans s'obtient 1. Sortie des épaules pour obtenir l'obliquité, 2. Rééquilibrage, 3. Action de la jambe. Au galop, je vous ai parlé d'une allure dissymétrique. La jambe la plus importante ici dans un galop à gauche va être la jambe gauche qui va tenir mon cheval. Quand je vais le ralentir, je vais agir avec cette jambe-là pour faciliter l'engagement, pour le demander. Et jamais je contracte ce côté-là, puisqu'au galop, on se souvient que le latéral interne a plus de chemin à faire que le latéral externe. Donc il faut qu'il ait toute la liberté pour passer. Un travail important, c'est le galop à faux, exercice d'équilibre pour peu que le cheval soit redressé. C'est un exercice intéressant s'il est bien fait. Pour bien le faire, il faut que dans la courbe à gauche, sur un cheval qui galope à droite, j'emmène mon cheval avec ma jambe droite. Je l'emmène avec ma jambe droite, aidé avec ma reine gauche, hein, en aide diagonale, de manière à ne pas contrarier l'élévation de l'épaule droite. Surtout pas, j'utilise un effet contraire et une jambe isolée pour éviter que mon cheval change de pied. Là, je vais avoir un cheval qui va se traverser, qui ne va pas du tout se redresser dans son galop à faux, et je vais y perdre tout le bénéfice. Dans l'allongement-ralentissement, le ralentissement se trouve ici, l'allongement se trouve ici. Dans le ralentissement, je vais privilégier dans mon ralentissement l'action sur ma reine extérieure au galop. Hein. C'est elle qui ne va pas bloquer le mouvement du latéral interne. Je vais ralentir là-dessus et je vais veiller à ce que toujours mon côté intérieur, côté du pied galop, soit relâché. C'est pareil dans l'allongement. Si le cheval se mettait à se durcir de ce côté-là, ça voudrait dire qu'il se couche dans l'allongement. Et donc, il est important, par exemple en gardant le cercle sur l'allongement, de veiller à ce que ce côté-là soit toujours relâché.
Le passage d'un mouvement à un autre. Ici, je suis sur un cercle à droite, que ce soit au trot ou au galop, mais encore plus au galop. Je vais marcher droit et enchaîner de nouveau sur un cercle. Pour enchaîner, pour passer de mon cercle à ma ligne droite, je vais tendre ma reine extérieure. Ma reine extérieure qui est un petit peu plus tendue que la gauche. Là, je vais la renforcer et le cheval va marcher droit. Pour passer d'un cercle à un autre, je n'arrête pas mon mouvement pour passer à un autre. J'amplifie le mouvement précédent. Et donc, il est hors de question que ma reine droite passe à gauche en effet contraire pour arrêter le mouvement. Je n'arrête pas mon mouvement. Donc, je poursuis mon cercle, je tends ma reine gauche et le cheval marche droit. Je retrouve mes reines égales. Pour embrayer de nouveau sur un autre cercle, je fais relâcher mon cheval sur son côté intérieur, la future incurvation. Et là, le cheval va être prêt, je n'aurai plus qu'à écarter la main et il va enclencher son cercle. Donc, ce que je remets, on ne finit pas un mouvement en arrêtant le mouvement en cours, mais c'est vraiment en complétant, en restant vraiment dans les mêmes aides qu'on va passer de l'un à l'autre. Pour apprendre la jambe à la jambe de l'incurvation, le cercle et la spirale sont vraiment des bons éléments. Donc la spirale, je commence par un tout petit cercle et avec le seul effet de ma jambe intérieure à la sangle, je pousse le cheval vers l'extérieur pour agrandir son cercle. Je veille simplement avec ma reine intérieure à ce qu'il soit relâché. Et c'est par ce biais-là que je vais l'apprendre à respecter cette jambe et à s'écarter. La session en jambe, on en a vu précédemment. Dans un apprentissage là, avancé, donc pour un cheval qui soit vraiment très confiant, très bien dressé sur la jambe, je peux faire des mouvements comme l'épaule en dedans pour passer du pas au trot. Donc je reste dans mes aides, je durcis, j'amplifie un petit peu le mouvement de ma jambe intérieure dans le mouvement, je freine pour faire remonter un petit peu l'activité avec ma reine extérieure et le cheval va passer, va sauter dans le trot. Mouvement un petit peu plus simple, l'épaule en dedans enclenchée sur un trot moyen, donc je me déplace dans l'épaule en dedans avec ma jambe à la sangle. J'augmente un petit peu la tension de ma reine extérieure pour, avec cette augmentation de la jambe intérieure, le cheval puisse développer son trot, soit sur une oblique, soit sur un cercle, en continuant un cercle, si j'accentue l'action de ma reine intérieure. Vous voyez bien que dans ce cas, j'ai profité de l'excès d'engagement, enfin du surplus d'engagement provoqué par l'épaule en dedans pour en profiter sur mon trot moyen. Dans l'appuyé, un exercice difficile, mais tout à fait intéressant pour vérifier qu'on est vraiment dans les aides du cercle. Donc je déplace dans l'appuyé mon cheval avec mes aides extérieures et en jouant sur mes aides intérieures, je passe du pas, du trot en renforçant ma jambe intérieure et je repasse au trot en le faisant se relâcher et retomber dans le pas. C'est un exercice assez intéressant qui demande un petit peu de finesse. En conclusion, à tout moment, je dois me poser la question, mon cheval comment est-il incurvé, dans quel mouvement, et suis-je alors dans les aides du cercle? Y a-t-il une cohérence entre l'incurvation de mon cheval et les aides du cercle? Pour cela, je ne triche jamais au travail, c'est-à-dire je ne me mets pas en effet contraire pour réaliser le mouvement à tout prix, et je garde une logique. Ainsi, j'évite les incompréhensions, voire la bagarre avec le cheval parce que le cheval va bien comprendre ce que je lui ai demandé et ne va pas se trouver en opposition. Par exemple, ici, si la cavalière bloquait sa main droite, le postérieur ne pourrait pas s'engager et le cheval peut-être se mettrait debout. C'est ce qu'on voit assez régulièrement. Je laisse donc bien mon cheval se mouvoir par le relâchement et la mobilité du latéral intérieur. Je vais faire progresser mon cheval parce que je fais des enchaînements qui vont lui être utiles avec des mouvements qui sont cohérents, qui vont dans le même sens et qui ne sont pas une suite de mouvements qui n'ont ni queue ni tête. Et enfin, je préserve mon cheval en respectant sa mécanique. Quand j'écoute les vétérinaires, souvent ils me disent que ce cheval est abîmé et c'est souvent parce qu'on lui a demandé des choses qui mécaniquement n'étaient pas possibles. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à écouter vos questions.